Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéresserons à la photographie. Peut-on investir dans cette thématique qu'est la photographie ou reste-t-on collectionneur en matière de photographie? Que faut-il avoir en tête lorsque l'on veut se lancer en tant qu'épargnant sur ce marché? Nous recevrons dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Wissner, le directeur des rencontres d'Arles, pour en parler. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au nouveau président de l'AFG, Philippe Sedbon, qui a été élu en juin dernier. Nous reviendrons avec lui sur le regard qu'il porte sur la situation actuelle de la gestion d'actifs en France, mais aussi sur sa vision du métier, et notamment sur ses propositions en matière justement de marché de la gestion d'actifs en France, qui nous amènera évidemment à parler de finances responsables ou finances à impact. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements ou aux placements, plaisir, passion ou alternatif donc de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la photographie, à l'œuvre d'art photographique. Peut-elle constituer un véhicule d'investissement ou reste-t-elle du domaine de la collection? En tout état de cause, lorsque l'on veut acheter une photographie, que faut-il avoir en tête lorsque l'on est un épargnant? Des questions que nous allons poser à Christophe Wissner, directeur des rencontres d'Arles. Bonjour Christophe Wissner. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais, donc vous êtes directeur des rencontres d'Arles. On va quand même présenter les rencontres d'Arles pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est quand même un festival très emblématique depuis longtemps de photographie, le plus grand festival français, peut-être même européen. Le plus grand festival international. International, carrément. Donc de photographie qui se tient à Arles tous les ans, alors au moment de la période estivale pour le coup. Vous êtes donc l'expert tout trouvé pour nous expliquer comment comprendre un petit peu ce marché de la photographie. Dans cette émission, on a traité effectivement de nombreuses thématiques d'investissement passion, notamment dans le domaine de l'art. La photographie, c'est un domaine bien particulier du domaine de l'art qui va toucher à chaque fois autant le photojournalisme que la photographie amateur ou la photographie professionnelle. Et il y a encore après la photographie d'art. Est-ce que vous constatez, avant de rentrer un peu dans le détail du marché, que c'est une thématique qui attire de plus en plus de collectionneurs, voire d'épargnants ou d'investisseurs? Alors déjà, je dirais que ça attire de plus en plus d'amateurs. D'accord. Et ça, on le voit en fait tout simplement avec l'augmentation des chiffres de fréquentation. Puisque les rencontres d'Arles n'ont fait qu'accueillir de plus en plus de visiteurs. D'accord. Oui. Pour donner les chiffres avant le Covid, en 2019, on avait accueilli 134 000 visiteurs hors scolaire. D'accord. Sur une période de combien de temps du coup? Sur une période de 3 mois. D'accord. Et l'an dernier, on avait accueilli, donc c'était un temps Covid, 112 000, donc ce qui est quand même assez conséquent. Bien sûr, oui. Sachant qu'on a une période, cette année, on a déjà les chiffres de la semaine d'ouverture. Sur une semaine, on a accueilli 19 000 visiteurs, bien sûr, oui. Dont à peu près 45% d'étrangers, ce qui est quand même très important. Donc effectivement, il y a le rayonnement effectivement d'un festival qui existe depuis longtemps, il y a la ville qui fait également, mais on voit qu'il y a un attrait de plus en plus conséquent pour la photographie d'un certain nombre d'amateurs, de gens qui viennent visiter le festival et qui viennent regarder les œuvres. Absolument. Alors, je vais faire un petit flashback par rapport à mon activité antérieure, puisque j'étais directeur artistique de Paris Photo. D'accord. Et on avait remarqué en fait la même croissance en fait, puisque en 5 ans, entre 2015 et 2000, donc jusqu'au 2020, en fait, avec l'arrivée de la pandémie, on était passé à peu près de 55 000 à 72 000 visiteurs. Donc on sent quand même un intérêt croissant pour le médium de la photographie. Et alors vous l'expliquez comment, j'imagine que vous n'avez pas forcément une réponse toute trouvée, mais instinctivement, vous expliquez comment que depuis les dernières années, on s'intéresse pas principalement, mais de plus en plus particulièrement à ce support? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, la photographie est un médium qui est lié au réel. Donc, il y a en fait une accessibilité évidemment plus grande peut-être que directement sur l'art contemporain. D'accord. C'est aussi un moyen finalement de commencer une collection. Et après, il y a aussi pas mal d'artistes, enfin de photographes ou d'artistes qui utilisent et le médium photographique
et d'autres médiums. D'accord. Donc finalement, c'est comme une porte d'entrée, en tout cas dans la collection. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le côté évidemment plus accessible au niveau du prix, puisque si je parle de la photo contemporaine, je ne parle pas des 5 grands noms qui battent les records dans les ventes aux enchères, mais je parle de ce qui est produit en général. C'est évidemment moins cher souvent qu'une œuvre unique. D'accord, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs tirages de la photo. Voilà, puisqu'en fait, la photographie est une technique reproductible. Bien sûr, oui. Et donc, il existe un nombre de tirages limité et signé. Alors, suivant les photographes, c'est parfois seulement le même tirage, parfois il y a... c'est seulement la même taille, avec un tirage limité, parfois il y a plusieurs tailles pour la même photographie, avec évidemment un nombre de tirages qui est lié à la taille. Et alors là, on rentre effectivement un peu dans les caractéristiques du marché à avoir en tête lorsque l'on veut acquérir une ou plusieurs œuvres, que ce soit pour une thématique de placement ou non. Vous nous direz dans un instant ce que vous en pensez d'ailleurs, mais est-ce que le nombre de tirages qu'on peut avoir d'une photo, par exemple, va influer sur le prix ? Oui, absolument. Oui. Alors, on peut quand même partir du principe que plus le nombre de tirages est réduit, plus l'œuvre a en tout cas une chance d'avoir une valeur plus importante. D'accord, l'effet rareté crée le prix. L'effet rareté crée le prix et en fait, pour comprendre bien le processus, c'est aussi avec l'arrivée de l'art contemporain dans la photographie que tout le marché s'est structuré. Puisque quand même, l'école allemande y a beaucoup participé. Je pense par exemple à des gens comme Gursky ou comme Struth. C'est eux qui très vite ont numéroté leurs photos de 1 à 5 et n'en ont pas fait jusqu'à par exemple 30, puisqu'on considérait qu'à partir du moment où c'était un multiple, on pouvait faire jusqu'à 30 tirages, toutes tailles confondues. D'accord. Oui. Donc ça, je pense que ça a aussi participé à... Donc plus on fait des tirages restreints, finalement, plus potentiellement ça peut donner de la valeur à une œuvre, parce qu'il y a une sorte alors on ne peut pas dire qu'il y a une unicité, mais on peut dire qu'il y a une unicité du tirage quelque part. On n'est pas à plusieurs milliers d'exemplaires. Justement sur... Si demain on veut acheter une œuvre, alors que ce soit dans une thématique de placement ou de collection, et on n'a toujours pas répondu à la question, je vous la poserai un petit peu plus tard, mais le marché de la photo, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre que le marché de l'art. C'est-à-dire que même le néophyte complet, dans le marché de l'art, c'est qu'il y a plusieurs courants, plusieurs écoles, plusieurs périodes, et donc mécaniquement peut commencer à... aiguiser un petit peu au moins son émotion face à une œuvre ou autre. Dans le marché de la photographie, c'est plus compliqué. Déjà, on le disait en introduction, ça peut être de la photographie de photojournalisme, ça peut être une photographie amateur qui est rentrée ensuite dans le domaine public et qui, d'un coup d'un seul, a un intérêt pour l'œil expert, ou ça peut être une photographie d'art. Comment comprendre un peu ce marché avec quelques notions simples ? Alors, je dirais, pour ce qui concerne la photographie d'art, c'est essentiellement en fait la création contemporaine. Et là, on peut faire quand même un parallèle avec ce qui se passe dans le milieu de l'art contemporain. Je pense que c'est à peu près les mêmes clés et c'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on arrive sur la période moderne ou la période ancienne. D'accord. Parce que là, ça demande en fait déjà une connaissance technique. Et puis, il y a une chose qui est très très importante, c'est la provenance. D'accord. En fait, le record qui a été fait par une œuvre de Man Ray, dont vous avez, j'imagine, tous en tête, qui est le violon d'Ingres. Bien sûr, oui. Qui a fait plus de 12 millions de dollars. En fait, c'est une œuvre dont la provenance était assurée puisque le collectionneur était très proche de Man Ray et a fait l'acquisition quasiment auprès de Man Ray de cette œuvre. Oui, parce que j'imagine qu'on peut plus difficilement encore que sur des toiles, alors même qu'il existe des faussaires, dire que ça c'est la patte de tel ou tel photographe quand on a une œuvre dont on ne peut pas assurer la provenance en face de soi. C'est ça. Alors si on ne peut pas assurer la provenance, c'est très compliqué. Après, il est possible évidemment de faire des analyses. Il y a des experts qui savent reconnaître les papiers, qui savent reconnaître les tirages, etc. D'accord. Mais c'est vrai que la traçabilité, c'est la chose la plus importante. Sachant qu'il faut savoir qu'avant en fait, que les photographies soient numérotées, il n'y avait pas de numérotation. Donc très souvent, on ne sait pas combien de tirages ont été faits. Ni combien ont été gardés quelque part. Il peut y avoir aussi un effet rareté de ce fait-là. Tout à fait, absolument. Alors, j'en arrive à ma question. Est-ce qu'on peut considérer que la photographie peut être un placement financier, alors pas au sens d'un véhicule financier classique, mais comme certaines œuvres d'art peuvent être considérées comme des placements financiers, certains timbres aussi. Est-ce que la photographie rentre dans cette catégorie-là ? Oui, alors je crois que maintenant qu'on a en fait, je pense, scanné toutes les différentes possibilités qui existent, je pense qu'on peut investir aussi dans la photographie. D'accord. Il faut juste quand même savoir que y a la production, je dirais, photographique actuelle est quand même énorme. Mm-hmm. Et donc, si on sort des grands noms, il faut quand même, je dirais, avoir un panier déjà bien rempli avec pas mal, je dirais, avec une belle écurie pour être sûr de pouvoir... bien diversifier ses investissements ou ses placements. D'accord. Ça paraît que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et puis je pense que la première chose aussi, si on collectionne de la photographie, si on décide de collectionner de l'art, c'est quand même l'aimer. Je pense que ça, c'est la chose principale. Donc il faut commencer par s'intéresser à...
à l'émotion finalement qu'on a quand on regarde une photographie, ou en tout cas un courant. L'émotion, il faut aller voir, il faut aller sur les foires, il faut aller dans les galeries sont toujours prêtes à donner toutes les informations, il faut aller dans les festivals, il faut en fait se familiariser avec le médium. Et là, on comprendra aussi mieux je veux dire, ce qu'il en est et ce qu'il en ressort. Oui, parce que au-delà des passionnés ou des experts, le grand public n'a pas forcément en tête des noms de photographes d'art célèbres, ou alors je ne sais pas si vous en avez en tête, mais en tout cas, je veux dire de la période contemporaine, qui photographient aujourd'hui de leur vivant. Alors, les grands photographes qui font donc les records aux ventes aux enchères, on parlait tout à l'heure d'Andreas Gursky, qui avait fait 4,3 millions de dollars avec Rhine, avec donc le Rhin. Bien sûr. On pense à Cindy Sherman, on pense à Struth, on pense à Jeff Hall. Voilà, ça reste quand même, le haut du panier en fait de l'art contemporain. Et est-ce que par exemple des photographies journalistiques pour le coup célèbres peuvent rentrer également dans alors célèbre, pas forcément la plus célèbre, mais des tirages de gens dont la photographie était un métier avant de passer sur la photographie d'art, peut-être aussi une stratégie d'investissement ou même de collection? Alors, si la photographie est aussi numérotée et limitée dans ses tirages, il y a des photographes qui sont issus du photojournalisme qui sont également sur le marché de l'art. D'accord, oui, bien sûr. Donc on peut trouver les deux. Alors pour finir, Christophe Wissner, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut aller sur ce marché? On a parlé de où chercher de l'information, on a parlé de la façon dont on crée le prix d'une photo, on a évoqué le fait que c'est moins cher potentiellement qu'acheter une œuvre d'art, du fait qu'il y a plusieurs œuvres. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête absolument? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Donc la provenance, ça j'ai bien saisi qu'il fallait faire très attention à la provenance. Surtout si on achète en fait une œuvre ancienne. D'accord. Maintenant, à partir du moment où on achète une œuvre de second marché, c'est toujours important d'avoir la provenance. Bien sûr. Même pour une œuvre contemporaine. D'accord. Et d'autres choses auxquelles il faut faire attention, des pièges qu'il faudrait éviter quand on est un investisseur ou néophyte sur le sujet? Le nombre de tirages, ça on l'a dit, je pense que c'est vraiment important. Et puis après, se laisser guider par ce qu'on aime également. D'accord. Regarder, lire. Il y a, ensuite, en ce qui concerne le marché pur, il y a par exemple le site ArtPrice sur lequel en fait, on peut revoir régulièrement en fait, combien vaut tel et tel artiste. Je parle de ça pour des gens plutôt connus. Et puis après, ce qui est aussi important, c'est de voir où ces artistes sont représentés. Par qui sont-ils représentés? Puisque, je dirais, une cote, ça se fait aussi par la représentation dans des expositions muséales, dans des galeries, dans des festivals. Et suivant en fait cette représentation ou cette représentativité, évidemment, c'est aussi une plus-value pour l'artiste en question. Et ça, je pense que c'est une chose aussi importante. Si on achète quelqu'un de complètement inconnu et qu'il n'y a pas de réseau, ça va quand même être déjà plus compliqué. Et alors, est-ce qu'il peut arriver que deux photos, justement, puisque deux photos peuvent provenir du même tirage, soient estimées à deux valeurs complètement différentes, du fait qu'il y en ait une qui proviendrait d'une grande collection et l'autre non, par exemple? Ça peut être possible s'il n'y a pas eu d'échange entre les lieux d'estimation. Merci beaucoup Christophe Wissner d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu cette thématique de collection ou d'investissement qui peut être la photographie. Je rappelle que vous êtes directeur des Rencontres d'Arles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va être focalisé sur le domaine de la gestion d'actifs en France, puisque nous avons le plaisir d'être en plateau avec Philippe Sedbon, le président de l'AFG, Association française de la gestion, qui regroupe les acteurs de la gestion d'actifs en France. Bonjour Philippe Sedbon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président donc de l'AFG depuis juin dernier. Vous avez été élu récemment. On trouvait intéressant d'échanger un petit peu avec vous sur votre vision du secteur, que ce soit votre vision présente mais aussi future pour le secteur d'activité, avec pas mal de défis quand même à relever actuellement, que ce soit en matière de finances durables, d'enjeux climatiques plus particulièrement, ou encore tout simplement de contextes un petit peu plus complexes sur les marchés financiers actuellement, que ce soit en lien avec l'inflation, en lien avec la guerre en Ukraine, d'ailleurs les deux sont un peu liés, ou les tensions que l'on connaît actuellement sur les prix de l'énergie. Quel regard est-ce que vous portez actuellement sur l'industrie de la gestion d'actifs en France, Philippe Sedbon? Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Alors, sur cette question pareille, on pourrait prendre plusieurs jours. Bien sûr, effectivement, mais ça va se compter en minutes. Ouais, c'est ça. Quelques phrases. Effectivement, on a quand même changé d'environnement. Je pense que tout le monde l'observe. Bien sûr, de manière assez brutale, finalement. De manière assez brutale, mais la guerre en Europe, la guerre en Ukraine, a été un accélérateur de phénomènes qu'on commençait déjà à voir il y a exactement un an, à l'été 2021.
caractère inflationniste, goulot d'étranglement, problème dans la supply chain et autres. Alors, cette inflation qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus prononcée que ce qu'on pouvait imaginer tous les observateurs il y a un an. Bien sûr, économistes, stratégistes, banquiers centraux, gouvernements et autres. Ça donnait lieu à débat il y a un an, ça donne plus tellement lieu à débat aujourd'hui pour le coup, c'est le côté transitoire. C'est pour ça que ça sera transitoire. Oui, c'est ça. Mais plus sérieusement, effectivement, on a quand même changé d'environnement et les banquiers centraux ont décidé de s'y atteler et ils l'ont encore dit à Jackson Hole il y a quelques jours de manière drastique. Et donc ce changement d'environnement-là, contrairement finalement en rupture avec les 10-12 dernières années qu'on a vécues, où les banquiers centraux alimentaient la masse monétaire à la fois pour la relance, pour la stabilisation du secteur financier et autres, là aussi sont en rupture. Et donc ce changement d'environnement-là est absolument majeur pour les investissements, pour le comportement des prix d'actifs. Et c'est ce qu'on observe sur le premier semestre en tout cas. On a quand même le plus mauvais premier semestre, s'agissant d'un premier semestre, depuis 50 ans sur les marchés financiers, globalement. Et alors justement, un contexte inflationniste et avec des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui ne cachent plus leur volonté d'agir sur l'inflation, quel que soit, j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte finalement sur les marchés financiers. Est-ce que c'est de nature à inquiéter des épargnants individuels ou des investisseurs ? Les phases d'ajustement sont toujours des phases d'attention particulière, des phases d'inquiétude évidemment. Et on est dans cette phase d'ajustement par rapport à je le redis, à 10 ans où on avait l'habitude que les banquiers centraux soient en support systématique des marchés financiers dès qu'il y avait un grain de sable. Et où on ne connaissait pas tellement les risques de l'inflation, quoi. On courait presque après. On ne connaissait pas les risques de l'inflation, mais à la limite, on est peut-être allé un peu trop loin dans un environnement où il n'y avait pas tant de risques que ça, en tout cas sur ce côté-là, sur ce plan-là. Et donc, finalement, on était dans un environnement, j'ose dire, de prix d'actifs administrés. D'accord. Si on quitte ce monde-là, on peut nourrir des inquiétudes et on les a nourries, je crois, au premier semestre, et ça peut durer encore quelques semaines, quelques mois, on verra, en fonction de l'amplitude de cette inflation, justement. Mais on peut quand même observer que certains prix commencent à baisser depuis maintenant le mois de juin, notamment dans le domaine énergétique. Bien sûr. Oui. Après des fortes augmentations quand même, mais on peut parler de stabilisation plutôt. Oui. Oui, enfin, on a des belles baisses de prix quand même sur le pétrole. Je ne dis sûr. pas que c'est durable, je dis pas que c'est durable, mais j'observe juste que ça ne fait pas que monter. C'est ça. Bien sûr, et notamment sur le pétrole, effectivement. Et donc, ces phases d'ajustement sont toujours des phases d'attention et d'inquiétude. Pour autant, avoir une remontée des taux d'intérêt à moyen terme n'est pas une mauvaise nouvelle. Avoir un peu plus d'inflation que de l'inflation zéro n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, si c'est de l'hyperinflation, c'est un autre sujet, mais avoir je le redis, avoir des taux d'intérêt plus normalisés est une bonne nouvelle à moyen terme. Si on met entre parenthèses cette phase d'ajustement, il n'est pas normal, ce n'est pas un monde normal que d'avoir des taux d'intérêt à zéro et des taux d'intérêt négatifs. Donc, pourquoi ? Parce que ça amène, je pense mécaniquement, une mauvaise allocation du capital. Alors que la remontée des taux d'intérêt, finalement, et la hiérarchie entre les projets économiques, entre les émetteurs, entre les entreprises, va permettre de financer et d'allouer vers les bons projets économiques et de ne pas allouer vers les mauvais projets économiques. Le coût du capital ne doit pas être le même pour toutes les entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mécaniquement, on investira dans des projets dont les business plans sont plus solides, dont les entreprises sont mieux gérées et que du coup, l'argent sera un petit peu plus rare potentiellement, mais mieux alloué, c'est ça ? Oui, et je pense que c'est plutôt vertueux, non ? Bah, écoutez, en tout cas, dit comme ça, oui, après avoir effectivement comment ça va se passer. Donc ça, c'était pour avoir effectivement un petit point de contexte global. Et donc vous avez parlé des prix de l'énergie, notamment du pétrole, ce qui nous amène à parler de l'enjeu qui ne concerne pas que la finance actuellement, mais de transition énergétique. Oui. Voire même de sobriété économique dans un certain nombre de cas, ou en tout cas selon un certain nombre d'acteurs. Vous avez justement mis ce sujet de la finance durable comme priorité de votre mandat à la tête de l'AFG, de construction finalement d'un environnement qui permet de développer encore plus la finance durable que ce qu'elle n'existe aujourd'hui en France. Oui. Alors, d'abord une remarque, ça fait bien longtemps maintenant que l'AFG travaille, et les sociétés de gestion d'ailleurs dans leur ensemble, travaillent sur ces sujets, on va dire ESG, et en particulier sur l'environnement et sur le climat depuis quelques années, en tout cas depuis la COP à Paris en 2015. Mais au-delà de ça, on doit aller plus loin, parce que finalement, cette transition
environnementale, énergétique, climatique, on doit l'accélérer et la réussir. C'est ça les enjeux. Et pour cela, le rôle de la finance dans son ensemble, la finance ne peut pas tout faire, mais le rôle de la finance est important. Nous sommes un rouage. La gestion d'actifs est un rouage important. Bien sûr. Elle reçoit l'épargne des ménages, elle reçoit les investissements réalisés pour toute une des catégories d'investisseurs et l'emploi, comme je le disais, dans des projets économiques plus ou moins porteurs. Plutôt plus que moins. Et donc cette transition-là, on est au cœur. Et donc pour pouvoir l'accélérer et la réussir, eh bien, il faut avoir en main toutes les cartes. Et les cartes, pour pouvoir la mener à bien, c'est d'être en capacité de faire notre métier, d'orienter, comme je le disais à l'instant, les investissements vers des investissements porteurs et verts pour l'avenir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer, par exemple, à ce qui existe actuellement? Parce qu'il y a une réglementation française, une réglementation européenne, des labels qui existent. Est-ce que ça suffit actuellement ou est-ce qu'il faut travailler à un cadre encore plus contraignant ou encore plus clair, justement, sur les moyens d'allouer les investissements? Je ne suis pas sûr qu'un cadre plus contraignant soit un gage de réussite et de succès. J'en profite pour faire une remarque. Je pense que le plus mauvais finalement service à rendre à la transition verte qui est en cours un peu partout serait que l'épargne qui vient s'investir et que nous investissons dans cette transition ait des rendements extrêmement faibles, voire négatifs. Donc un cadre restreint et un cadre restrictif, on le sait, amènent des phénomènes de bulles qui ne sont pas souhaitables. Bon, pour pouvoir finalement réussir cela, et qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses, mais un sujet principal et majeur qui est la donnée et la norme, mais déjà la donnée. On a besoin, pour faire correctement notre métier de gestionnaire d'actifs, gestionnaire de portefeuille, au service de nos clients, on a besoin d'informations financières. L'information économique et financière et comptable, on l'a depuis bien longtemps. Bien sûr. Normée. Oui, un chiffre d'affaires est comparable au chiffre d'affaires d'une autre entreprise. C'est normé, l'euro est le même partout, effectivement. Absolument. Et donc, cette comparabilité nous permet d'allouer correctement ce que je vous disais. Alors là, on parle de capital financier, mais aux entreprises d'allouer correctement le capital et à nous d'allouer correctement le capital financier. Eh bien, c'est la même chose s'agissant de finances vertes ou de finances tout court, désormais d'ailleurs. C'est quoi les informations nécessaires et normées dont nous avons besoin pour faire correctement notre métier d'allocataire d'actifs et pour répondre correctement aux besoins de solutions de l'ensemble de nos clients. Et alors, le sujet, c'est de récupérer cette donnée, c'est ça? C'est de récupérer cette donnée au sein des entreprises, première étape. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est de pouvoir avoir une donnée suffisamment normée pour pouvoir la comparer à l'entreprise concurrente du même secteur, par exemple, pour savoir laquelle est la plus vertueuse. C'est ça le sujet aujourd'hui? Tout à fait correct. Tout à fait correct. Tout à fait correct, c'est absolument. Non, mais c'est bien ça l'enjeu. C'est comment on organise finalement... Nous avons des obligations de reporting depuis maintenant plusieurs années. Bien sûr. Et qui vont croissantes. Les gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs. Oui. Et cette transparence absolument nécessaire, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, ça va dans le bon sens. Mais pratiquer le reporting et la transparence sur nos investissements, si en amont, s'il n'y a pas la donnée, on n'a pas la donnée qui nous permet il manque quelque chose. Et on comprend bien qu'il manque quelque chose qui est juste la fondation même du système. Donc on a besoin que les entreprises diffusent cette information. C'est en cours, les travaux sont en cours, mais diffusent une information comparable, énorme. Mais où est-ce que ça bloque? C'est parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne veulent pas donner l'information, parce qu'il est très compliqué de savoir comment dévoiler cette information, puisque du coup, il faut qu'elle soit retraitée. Du coup, ça doit passer par quoi? Par les commissaires aux comptes, par les experts comptables? Où chercher la solution? Non, mais d'abord, on est un peu en retard dans le cycle d'installation finalement de cet écosystème vert. On a commencé par le bout de la chaîne, et donc maintenant, on remonte sur les émetteurs. D'accord. Tant mieux, je le redis, c'est absolument nécessaire. Donc, on va y arriver. Il y a des initiatives importantes au niveau européen et au niveau mondial en la matière. Il y a des initiatives au niveau de la Commission européenne et certainement une initiative européenne aussi pour avoir finalement créé un grand data center dans lequel finalement les investisseurs, quelle que soit leur nature, puissent aller chercher cette information. Une sorte d'annuaire finalement d'impact des entreprises. Oui, on va dire ça comme ça. Après, le retraitement de cette information ou le traitement de cette information, il est propre. Vous n'aurez pas la même analyse que moi.
D'accord, oui. Mais on Et aura c'est au ça moins qui la fait même la donnée. diversité, et c'est ça qui fait la richesse et la confrontation de l'offre et de la demande. Mais on aura au Mais- moins la même donnée. Mais on aura au moins la même donnée. D'accord, Exactement. ok. Voilà. On aura la même Et- donnée, par contre, on ne sera pas forcément d'accord sur le sujet, est-ce que la transition est enclenchée ou non, ou est-ce que ça, c'est un impact Exactement. positif Ou est-ce que telle entreprise réussira sa transition dans les 3 prochaines années ou dans 10 ans? Vous penserez que c'est 3 et moi je penserais que c'est 5. Mais je redis, c'est ça qui fait la confrontation de l'offre et de la demande. De la même manière qu'on pourrait avoir cette discussion sur est-ce que telle entreprise va dépasser tous ses concurrents dans son secteur d'activité ou non, à partir de son bilan comptable. Par exemple. D'accord, mais au moins on aurait la même donnée. Oui. Ainsi, on aura bien en main toutes les cartes pour que finalement ces analyses soient à la fois des analyses de risque, mais d'opportunités aussi, opportunités de croissance, opportunités de développement. Et donc ça passe forcément par un travail entre les gestionnaires d'actifs et les pouvoirs publics. Oui. Aujourd'hui. Oui. Alors, travaux qui ont démarré déjà il y a quelques trimestres, qui sont en cours, sur lesquels on a besoin d'aboutir. Alors c'est une des ambitions de l'AFG qu'on a débuté il y a déjà, je le dis, quelques trimestres et qui était portée par mon prédécesseur Eric Pinon à la présidence de l'AFG, que je porte aujourd'hui. On souhaite vraiment avancer finalement dans une définition de l'écosystème, une co-construction de cet écosystème en amont avec les pouvoirs publics pour avoir finalement un environnement de travail et de déploiement de ces investissements et donc accélération et réussite de la transition ou des transitions dans un cadre qui soit porteur, évidemment pour les épargnants, pour les investisseurs, pour les entreprises, mais aussi pour notre industrie qui est une industrie importante pour l'économie française. Et alors, une question qu'on pose à tous les acteurs un petit peu du monde de la finance durable ou de l'ISR, et que je vous pose également puisque c'est notre sujet, ce qui revient très souvent quand on discute avec les épargnants, c'est le sujet climat. Pour autant, quand on parle d'ESG, ça englobe une réalité beaucoup plus large que le simple sujet climat. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre l'appétence d'un épargnant particulier et la façon dont est investie son épargne ? Inadéquation, je ne pense pas, puisque justement on balaye l'ensemble des piliers environnement, sociétaux et gouvernance. Oui, il y a le sujet environnement dedans, c'est sûr. Oui. Et donc environnement, climat, biodiversité. Il y a une urgence, elle est climatique et biodiversité. On va dire que c'est une urgence. Pour autant, traiter le seul sujet du climat et de la biodiversité, mais qui est lié, sans se préoccuper et sans traiter les sujets sociétaux et de gouvernance, on voit bien, et on en a fait l'amère expérience en France il y a quelques années, à l'automne, finalement, on déséquilibre le système. Et donc, je pense qu'on peut tous observer et tous arriver à la même conclusion, c'est que pour réussir la transition climatique, on a absolument besoin de s'assurer les grands équilibres, et les grands équilibres reposent sur les sujets sociétaux et les sujets de gouvernance. Merci beaucoup Philippe Sedbon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine répondre à vos questions. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau président de l'AFG. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.